Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On parle grand débat national. Qu'est-ce que les Français, les Réunionnais veulent vraiment débattre? La question est assez particulière puisque on n'a pas l'impression vraiment que c'est un débat ouvert. On parle beaucoup d'économie, de la cherté de la vie, on parle du comportement des élus, mais du fond, il n'y en a pas encore vraiment. L'éducation nationale, on n'en parle pas beaucoup. Et de la fonction publique territoriale, est-ce qu'on en parle? On va essayer d'ouvrir le grand débat national ce soir sur la fonction publique territoriale. Bonsoir Jean-Philippe Borelli, bonsoir Maximin Sabary de la CGTR, donc de la fonction publique territoriale. Alors, juste deux mots d'abord. Il y a eu les élections professionnelles début décembre. Satisfait ou pas satisfait? À demi, on a vu, il fallait s'y attendre, la levée de boucliers des politiques de certains syndicats adossés aux politiques, qui nous a empêché donc d'avoir une bonne progression. Mais ce qui a été bien, le débat s'est instauré au sein des différentes collectivités. On a parcouru toutes les collectivités. Et donc, nous voyons bien que nous étions dans le vrai en ce qui concerne notre projet. Et nous sommes passés de la 5e place à la 3e place. Et donc, on aurait pu ravir la 1re place, puisque nous sommes quand même présents sur 22 collectivités sur 36. Donc, les autres collectivités, on n'a pas pu mettre des listes. Il y avait cette peur des employés. Mais pour nous, globalement, nous avons réussi un bon succès que nous allons employer, nous, à concrétiser dans le grand débat, puisque aujourd'hui, comme le président de la République veut réformer, on a transmis à son cabinet un document, au Premier ministre, aux représentants de l'État, et nous sommes étonnés qu'à aucun moment on parle de la fonction publique territoriale. On noie un petit peu le poisson avec la cherté, etc. Nous disons qu'aujourd'hui, la Réunion doit voir dans ce grand débat, travailler avec les forces vives pour mettre en place un nouveau mode de développement. Nous finissons une séquence, il y a lieu de bâtir une nouvelle séquence, que ce soit au niveau économique, social, mais aussi au niveau de la territoire. Je veux brûler est-ce que en tant que citoyen et travailleur, ça vous intéresse ce grand débat national? Si, ça m'intéresse beaucoup, parce que ça définit nos situations de travail et notre défense envers et puis notre avenir dans la fonction publique. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un avenir? Est-ce que Jean-Philippe Borelli voit un avenir dans la fonction publique aujourd'hui? Un statut, une carrière? Est-ce que ça, c'est visible? C'est beaucoup, beaucoup visible et surtout, c'est au niveau des citoyens. Ça dépend aussi comment ça se tissue et comment ils réalisent aussi les travailleurs de la fonction publique. La question la situation de travail. Parce qu'on a au début du mouvement des mouvements des Gilets jaunes, parce qu'il y a beaucoup de mouvements dans le mouvement, donc des mouvements Gilets jaunes. Les Gilets jaunes ne voulaient absolument pas voir de syndicats se mêler à leur mouvement. Aujourd'hui, le mouvement a évolué, pour ne pas donner une tendance, a évolué. Et est-ce que les syndicats peuvent reprendre un peu le flambeau? Est-ce que les syndicats peuvent défendre? Parce que là, au moment où je parle, on ne peut pas dire que ce soit dans le grand débat à La Réunion, on ne peut pas dire qu'il y a un vrai débat de fond, on ne peut pas dire que les gens se rencontrent vraiment, qu'il y a des échanges. Et quand on revient à la fonction publique, à ce jour, je n'ai pas entendu une seule
un seul mouvement, mettre en avant l'avenir des employés communaux. Nous, on l'a fait à travers notre campagne, à travers notre document. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, quand vous dites que les Gilets jaunes n'ont pas voulu que les syndicats soient là. Mais nous, on a continué notre débat auprès de nos collègues parce que nous sommes conscients de la situation de pauvreté dans laquelle se trouvent nos collègues. Une dame qui travaille en aide à domicile. Tous les politiques pour gagner les élections ont dit on va développer l'aide à la personne. Cette personne-là qui travaille en qualité d'aide à domicile, son salaire est calqué avec le nombre de contrats qu'elle a, c'est-à-dire le nombre de vieilles personnes qu'elle doit travailler. Voilà, là, c'est surtout au nombre d'heures, parce que c'est une aide ménagère ou... C'est une aide ménagère donc qui n'a pas de fixe. Oui, donc ça veut dire que c'est en heures. Sauf que nous avons rencontré monsieur l'ex-directeur de la CGSS, monsieur Christophe Madika, qui nous a dit, lui, toutes les entreprises associatives relevant de la Sécu ont conventionné avec la Sécu pour que chaque agent ait un fils. Donc un minimum d'heures. Voilà. Et pourquoi ça se fait pas dans la fonction publique? Et quand on dit que on dépeint la fonction publique, les employés communaux, comme des tiers au flanc, des personnels nantis, alors que ces personnels touchent, quand ils n'ont pas assez de contrats, 600 €. Oui. Alors quand même faire une précision, quand on parle de fonctionnaires, on parle surtout de la fonction publique d'État. On parle surtout de milieu hospitalier. Vous le précisez. Oui, je le précise. Vous êtes le seul à le faire. Parce que la fonction publique territoriale n'est pas la même, n'a pas les mêmes avantages qu'un fonctionnaire. L'amalgame pour taper dessus, c'est bon. Par contre, sur certains employés de collectivités, proches surtout des responsables politiques, eux, quand on dit qu'ils sont juste des faire-valoir parce qu'ils viennent là juste pour pointer, parce qu'ils sont proches du maire ou parce qu'ils ont voté pour le maire et qu'ils ne font pas leur travail, déjà quand même il y a quelques tirs au flanc aussi dans les collectivités. On ne peut pas le cacher, sauf que compte tenu de la mise en place des directives de la Cour régionale des comptes, les autorités territoriales, maires et présidents d'interco commencent à être sensibles et à faire travailler le personnel. Parce que si on ne travaille pas, aujourd'hui, on a maintenant plus recours au conseil de discipline. Messieurs, vous arriverez, vous, à faire travailler les proches du maire, ceux qui sont là, les petits soldats, ceux qui qui obéissent au doigt et à l'œil à ce que dit le maire et qui viennent qui viennent ventre à terre lorsque le maire les demande de rappliquer. Ces gens-là, vous pensez pouvoir les mettre au travail? Sûrement. Sûrement? C'est vous qui doit le faire ou c'est le maire qui doit le faire? Non. Le souci, c'est quoi? C'est que cette époque que vous êtes en train de décrire, terminée, elle est en train de fondre comme la neige au soleil. Pourquoi? Parce que nous voyons bien que en discutant avec des hauts responsables de l'État, aujourd'hui, dans sa volonté de réforme, M. Macron dit quoi? Il dit déjà, pour être directeur de cabinet, si le DGS, le directeur général des services de la collectivité, a le grade d'administrateur, il faut qu'en face, le directeur cabinet puisse avoir le même grade. Donc, ça veut dire aujourd'hui, il n'y a plus de place pour l'amateurisme, les collègues avisent, etc. Et cela, pour que la continuité en cas d'alternance, la continuité du service public puisse se faire. Ça se fait à Nice. Donc, on est en train de bouleverser le mode. On le voit, on l'a vu surtout, et je pense que vous êtes bien placé pour l'avoir vu. On l'a vu sur les barrages, sur les ronds-points. Combien de maires ont envoyé des caisses de cuisses de poulet, de l'alcool, un peu d'argent pour soutenir le mouvement. On voit bien que les élus veulent maintenir un mode de fonctionnement, une clientèle électorale. Et surtout, on est à 1 an de 2020. Tout à l'heure, Maxime Sabari dit qu'il y a une évolution qui se met en place. Ça, c'est possible, mais combien de temps ça va prendre? Non, le problème, c'est qu'aujourd'hui, là où, comme vous le dites, là,
ce n'est pas maintenir sous perfusion des employés pour assurer une élection. Aujourd'hui, l'ensemble des politiques ont peur parce que la physionomie de la population de La Réunion est en train de changer. Il y a beaucoup de jeunes. C'est ça qui explique qu'ils ont acheté un petit peu les quelques. Ils veulent, moi je dirais c'est une réaction d'autodéfense pour éviter que la masse pénètre dans les services, dans les centres-villes pour casser, d'une part. Deuxièmement, pour essayer d'avoir la main mise sur tout ce qui se passe, sur le débat en lui-même. Sauf que aujourd'hui, nous avons affaire à une nouvelle génération qu'on appelle la génération de pouces. Et là, il faut plus que des caisses de cuisses de poulet et des canettes de bière, il faut un véritable projet de développement qui replace le Réunionnais dans son territoire, sur son territoire. Et c'est là où les différents conseillers politiques, comme vous dites, qui sont grassement payés, n'ont pas vu arriver cette vague de jeunesse qui arrive, qui réclame non pas seulement un petit contrat. Ils veulent avoir quelle sera ma vie dans 20 ans. Parce qu'on est impacté par le changement climatique, etc. C'est aux élus, on leur demande d'être inventifs, d'avoir une politique. Et c'est pour ça que lui-même, Macron, il est pris dans tout ça, parce qu'il n'a pas anticipé cette volonté de cette jeunesse qui draine derrière lui toute la population. Jean-Philippe Borrelli voulait dire quelque chose? La jeunesse maintenant a peur. C'est la jeunesse qui a peur? Ah oui, ils ont peur de leur avenir. Qu'est-ce qu'ils vont manger? Si avec un petit contrat de 6 mois, que c'est pas avec ça, il va dire que c'est pas avec ça, son avenir sera indéfini pour aller au supermarché. Et ça va être un paradoxe parce que on sait très bien que la plupart, je veux dire, des maires ont mis en place un Baden pour les petits contrats un peu avant les municipales. Oui, mais ce temps-là est révolu. Là où c'est un temps révolu. Vous avez dit en préambule quelque chose. On n'entend pas sur l'éducation nationale. Ce qui arrive aujourd'hui, ces petits contrats, c'est des jeunes qui ont été en décrochage scolaire. Qu'est-ce qu'on a fait pour ça? Qu'est-ce qu'on fait? On les oriente vers des formations bidons. Puis après, ils sont lâchés dans la nature. À 26 ans, ils reçoivent le RSA. On crée un chômage artificiel. Aujourd'hui, cette jeunesse-là se rebelle. Se rebelle parce qu'ils veulent leur place. Et ça, c'est pas un petit contrat. D'accord. Moi, j'ai discuté tout le long de de l'année électorale. On a rencontré certains jeunes qui me disaient on vante le grand chantier de la route du littoral. J'ai dit, monsieur Savary, avec ça, mais ça pas Jumbo Score. Quoi, m'y gagne là-dedans? Parce que on prend des politiques de développement, soit route Tamarin, etc. Mais on voit pas l'homme. L'homme, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il y ait un accompagnement dans le développement. On peut pas être employé communal pendant 30 ans, 40 ans et avoir seulement la perspective de travailler et de ressortir sans titularisation, sans carrière. Et se retrouver avec une retraite de 1200, voire même de 800 euros. Donc aujourd'hui, cette jeunesse-là, ils veulent pas ça. Ils veulent qu'on réforme, mais on réforme à bon escient, qu'on met en place des outils. Aujourd'hui, nous avons un projet et nous interpellons les maires qu'on a rencontrés, le préfet, certains parlementaires. Allons débattre là-dessus. Pourquoi on a peur? On va attendre 2020, mars 2020, ça sera trop tard. Alors justement, puisqu'il y a, on va dire qu'il y a concordance, on va dire que c'est une coïncidence peut-être, le fait qu'il y a les européennes, le débat, et surtout pour les européennes, le grand débat national. Après, il va y avoir donc l'année préélectorale commence pour les municipales. Peut-être l'occasion d'ouvrir le débat. Est-ce que, au niveau de la CGTR, est-ce que Maxime Savary et Jean-Philippe Borrelli vont mettre en place un débat pour justement inclure, parce que apparemment pour l'instant, on n'a pas vu quel statut, par exemple, pour le fonctionnaire public territorial, quelle carrière, quelle formation, on n'en parle pas, quel salaire aussi, s'il y a titularisation, ou est-ce qu'il faut maintenir un contrat privé dans un cadre public. Il y a quand même des choses qui
est-ce que vous allez mettre en place une discussion d'ici là pour dire voilà ce que vous devez faire pour le personnel de la fonction publique territoriale? Dans toutes les collectivités, nous allons mettre en place des cellules sont mal placées. Oui, surtout quand on parle politique, Voilà. évitons cellules. On va mettre en place des groupes de travail qui feront remonter les éléments concernant, et surtout sur la base de notre projet. Et nous ferons un document final. Et nous demanderons dans chaque collectivité, chaque mairie, que chaque maire appose sa signature. S'il ne le fait pas, je crois fort, nous leur donnerons la réponse dans les urnes. Parce qu'aujourd'hui, nous oublions que les maires sont comme les contrats aidés. Ils ont un contrat de 6 ans. Nous, les employés ont un contrat de 6 mois. Donc aujourd'hui, là, c'est la balle, le boomerang qui arrive. Soit on travaille réellement pour mettre en place une politique de développement de la fonction publique territoriale en rendant cette fonction publique professionnelle avec une formation adaptée, une perspective de carrière et en mettant en place tous les textes de loi qui existent sur les concours à la titularisation. Ça, il faut qu'il y ait un engagement. Et demain, moins de personnel, mais plus performant. C'est ça, on est d'accord, il faudra faire des sacrifices. Parce que ce serait un lieu de dire, non, allons voter pour tel maire, jamais tout le monde titulaire. C'est faux, le temps est terminé. Les plans de titularisation, c'est fini. Là, aujourd'hui, c'est la professionnalisation de la fonction publique territoriale. Pourquoi? Parce que par rapport aux deux autres versants, on dit souvent, comme vous l'avez cité tout à l'heure, que les agents étaient embauchés en fonction de leur appartenance politique et leur lien avec le maire en place. Aujourd'hui, il y a des textes de loi qui permettent le recrutement au concours allégé. Qui veut dire qu'aujourd'hui, à l'issue de ce grand débat, où il y aura un document que vous allez remettre tout à fait à chaque candidat dans les 24 mairies. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, il est fini le temps, la politique à camion tournant, de Sac-Ciment, de Faytol. Ça a terminé. Petit contrat a terminé. Aujourd'hui, il faut voir ceux qui sont déjà dans la maison, quel est leur avenir, mais pas seulement en tant qu'employé, mais aussi après en tant que retraité. Parce que, est-ce qu'on aura encore cette retraite-là? À l'allure où va M. Macron? Il est un peu comme le nouveau président de Madagascar, TGV. Là, il y a eu un caténaire qui a été coupé. Il n'y a plus de courant. Donc, il fait du surplace, M. Macron. Mais il veut, à un moment donné, casser la retraite. Donc, il faut qu'on soit là pour dire non, c'est pas dire non, être bloqué, faire de l'obstruction, c'est pas... D'accord. Il faut faire des propositions. Et nous, dans le grand débat, on va faire des propositions. Si ces messieurs sont sourds et aveugles, ont oublié notre document, on va rafraîchir un petit peu la mémoire. Je vais Borély, est-ce que vos collègues ont envie d'entendre ce discours? Ils sont prêts à se battre? Ben oui, ils sont prêts à se battre. Et surtout... se battre, ça veut dire vraiment aller au front, ne pas avoir peur du maire, ne pas avoir peur des collaborateurs du maire, des élus. C'est ça aussi. Et surtout de leur dire aussi d'y aller en formation, se former. D'accord. Parce que là-dedans, là où il y a un plus fort engagement, c'est chez les femmes. Ah oui. Parce que les femmes tiennent les cordons de la bourse. Elles voient que leur situation professionnelle n'est pas rentable pour faire bouillir la marmite. Et eux, ils sont engagés et ils attendent pleinement et entièrement qu'on reçoit que des appels. On a eu un accueil favorable dans les collectivités. Maintenant, la balle est dans notre temps. Il faut qu'on y aille pour 2020. D'ici combien de temps vous allez pouvoir mettre en place des discussions ou vous avez déjà commencé à votre rythme et à votre façon? Voilà, on a déjà commencé parce que tout le monde était en vacances. Là, c'est la rentrée aujourd'hui, rentrée scolaire, qui veut dire que tous les employés sont en poste. Donc, à ce moment-là, on va lancer nos débats, puisqu'on a eu des élections qui nous permettent d'avoir une présence dans tous les différentes collectivités. On va employer pour
faire nos débats et utiliser tous les moyens que nous donne la loi. Aujourd'hui, si les autres syndicats ne bougent pas, certains sont en train de se battre sur des recours pour sauver leur décharge. Bon, ils pleurent parce qu'ils n'ont plus de décharge. S'ils n'ont plus de décharge, c'est que le personnel les a sanctionnés. Donc, ça veut dire aujourd'hui, allons travailler pour moderniser cette fonction publique-là et surtout la façon de gérer des syndicats et d'apporter un nouvel encadrement à l'ensemble des employés communaux. Nous, ce qu'on veut, c'est vrai qu'on représente la CGTA, mais nous, ce qu'on veut, c'est aider nos collègues de travail à se sentir aisés dans leur travail. Merci Jean-Philippe Borelli, merci Maxime Sabary de la CGTA. On reviendra sans doute avant la fin du mois de mars sur ce débat-là, voir un petit peu qu'est-ce qu'il en ressort, un peu le document que vous aurez rédigé et voir quelles sont les revendications de la fonction publique territoriale de la Réunion. On aura l'occasion donc de voir ce que demandent ces employés communaux, entre autres. Merci à vous deux. Alors nous, avant de recevoir le prochain invité, on va regarder Rouv Zarlor, l'histoire de voir un petit peu comment les gens appréhendent la lecture, qu'est-ce qu'ils aiment. Juste après, il y aura le Kosaïdi dans notre commune. On se retrouve juste après. Je m'appelle Brigitte et j'ai choisi de vous présenter un roman que j'adore et qui jusqu'à maintenant continue à m'intriguer, à m'émouvoir. Alors c'est celui de Romagari, La vie devant soi, que vous voyez dans une édition de Biblio-Lycée, mais j'ai gardé une très vieille édition, cette fois-ci avec le pseudonyme de Émile Ajar, c'est en fait Romagari, puisqu'il avait choisi un pseudonyme à une époque. Donc c'est La vie devant soi, dans une édition que vous ne trouverez plus, mais que j'ai gardée de ma jeunesse folle. Voilà. Alors, ce roman, il me plaît tout simplement parce que c'est vraiment une histoire bouleversante entre un jeune petit musulman, un petit arabe comme il dit, et une vieille juive qui est hantée par le spectre des camps d'extermination, l'époque nazie, et qui a connu le camp d'Auschwitz. Alors, ça se passe à Belleville, le quartier du 18e à Paris. Et Belleville, c'est vraiment un quartier peuplé de Noirs, comme il dit lui-même le petit Mohamed, le héros de La vie devant soi, d'immigrés, d'exclus de la société. Et tout ce petit peuple, en fait, se trouve très solidaire et montre des qualités qui ne sont pas connues des autres, puisqu'ils sont un peu bannis de la société, marginalisés. Et on se rend compte que tous ces exclus, en fait, ont une forme d'humanité qui leur est propre et qui est absolument émouvante. Ce sont des personnages donc qui sont originaux, qui sont atypiques. On a des intoxiqués, par exemple. On a un travesti. Et on a aussi Madame Rosa, donc, qui est le personnage principal. Madame Rosa, qui est une vieille juive qui garde les enfants des prostituées, par exemple. Donc on pourrait voir ça d'un regard pas très bienveillant, mais on se rend compte que justement ça donne au roman une certaine profondeur parce qu'il y a un humour noir qui se dégage et le petit Momo qui est parmi ces enfants de prostituées se dit lui avec beaucoup d'humour
se dit lui privilégié parce que lui, il pense qu'il a été adopté. Et en fait, son père a donné de l'argent, mais il ne le sait pas, a donné de l'argent à Madame Rosa pour qu'elle le garde. Ce roman, en fait, nous montre qu'il y a une réelle histoire d'amour qui se développe entre Momo et Madame Rosa, que Momo va la suivre, puisqu'elle est très malade, va la suivre jusqu'au bout, jusqu'à la fin, comme si c'était la seule personne qui comptait pour lui. Et il enrage contre la vie, justement, qui n'a pas privilégié cette dame qu'il adore. Il enrage contre la vie qui fait des exclus. Hein, et il essaie de la protéger jusqu'à la fin. C'est un roman qui évoque aussi bien des questions telles que la différence entre les classes sociales, la différence entre les origines. C'est un roman qui montre vraiment une grande humanité et qui appelle à une très grande tolérance, puisque à travers Momo, on voit ce que sont les préjugés racistes. On voit ce que fut l'horreur du nazisme, hein, puisque Madame Rosa, elle fait des cauchemars, elle se réveille, elle est hantée par ces démons nazis. Et c'est aussi une leçon, puisque en 1975, ce roman qui a eu d'ailleurs le prix Goncourt, hein, puisque Romain Gary, en fait, a eu 2 fois le prix Goncourt. Il l'a eu en 1956 pour Les Racines du ciel, et il l'a de nouveau, même s'il l'a refusé, il l'a de nouveau pour La vie devant soi. Donc ce roman, en 1975, a pour contexte quand même tout le conflit israélo-palestinien. Et le fait de prendre un petit arabe, un petit musulman, qui vit cette extraordinaire histoire d'amour avec une juive, c'est quand même un pied de nez, hein, et c'est une leçon pour la société qui montre que tout est possible en fait. On parle aussi de racisme, puisque Momo va dire avec beaucoup d'humour au début qu'il ne savait pas qu'il était arabe, qu'il ne l'a jamais su, et qu'il ne l'a appris que lorsqu'on a commencé à l'insulter à l'école. Donc il a appris ce qu'était le racisme à l'école. Et sinon ce roman il plaît énormément parce que il a une écriture qui est vraiment très particulière, atypique, qui est faite autant de termes très familiers qui peuvent être grossiers parfois, choquants, mais en même temps il y a une création au niveau des expressions chez Romain Gary qui relève d'une pure poésie. Et je pense que c'est une écriture qui par son originalité, vraiment capte le lecteur. Saint-Denis, vous êtes conviés pour la 88e édition du FEMIN les 8, 9 et 10 février à la Nordelle. Saint-Pierre, vous êtes invité à la 2e édition du salon youtubeurs et blogueurs le samedi 9 février de 9h à 20h à la salle culturelle Le Kerveghel. Cet événement est totalement gratuit. L'Entre-deux Club d'Initié Sport Action vous invite au 10 km nocturne de l'Entre-deux le 9 février de 18h à 22h. Sainte-Suzanne, vous êtes invité à la 5e édition du showroom des mariages les 8, 9 et 10 février au Jardin Créole. Saint-Louis, vous êtes conviés au traditionnel marché de producteurs le 10 février de 6h à midi devant la mairie de la Rivière. Le Tampon, la ville vous convie à son salon Maison et Jardin les 9, 10, 16 et 17 février de 10h à 18h au Grand Kiosque plein des caves. Saint-André-de-Corréal organise le salon du bien-être de l'Est le 17 février à 9h au Jardin des Mille et une Saveurs.
Saint-Pierre, vous êtes conviés aux Francopholies du 8 au 10 mars. Saint-Denis, vous êtes invité au Salon de la Ferme en Ville, Jardin et Produits du Terroir 2019, du 13 au 17 mars, au Parc des Expositions de Saint-Denis. Saint-Louis, vous êtes conviés au traditionnel marché de producteurs le dimanche de 6h à midi, devant la mairie de la Rivière. Plaine des Caves, vous êtes attendus pour les foulées de la trisomie le 17 mars, au champ de foire à la Plaine des Caves. Info au 0692 640 859 ou au 0692 877 385. Saint-Denis, Salon des Seniors Réunion vous invite à la 4e édition du 31 mai 2019 au 2 juin 2019 de 9h à 18h au Parc des Expositions de Saint-Denis.